France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre dans un instant, le meilleur de la musique sur France Maghreb 2. Et puis, bien sûr, comme tous les samedis, elle est là. Évidemment, Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris. Pour l'émission Parler juridique, je vous rappelle que Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Bonjour, Maître. Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez tous passé une bonne semaine? Oui, très très bonne semaine. On est ravis quand on est le samedi de vous retrouver. En plus avec un brin de soleil aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Vous nous avez ramené. Ouais, ça fait plaisir. Bon, alors justement, Maître, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, si je te dis CRPC, qu'est-ce que tu me réponds? CRPC, bien, je ne sais pas trop. Et vous les auditeurs, si je vous dis CRPC, vous pensez à quoi? Eh bien, écoute, je pense qu'ils pensent comme moi, c'est-à-dire je n'en sais rien. Et ben carte voilà, professionnelle, carte républicaine, je sais pas. Et ben voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème, parce qu'on entend très souvent CRPC, mais on ne sait pas ce que c'est. Bien. Donc, mis à part les personnes qui sont déjà passées par là, eh bien, on ne sait pas ce qu'est la CRPC. Et la CRPC est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ouh là 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 là. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, en général, hein, on en a souvent entendu parler à un moment dans les informations, c'est ce qu'on appelle le plaider coupable. Si je te dis plaider coupable, normalement ça te parle. Ah oui, ça oui, je plaide coupable. Voilà, donc le plaider coupable, c'est ce qu'on appelle en France la CRPC, donc la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'était pour que culture générale, pour que vous sachiez à quoi ça correspond, et que si jamais un jour vous vous retrouvez confronté à une situation où vous devez faire de la garde à vue, ou vous retrouvez face à un officier de police judiciaire, sachez que en reconnaissant les faits, donc en plaidant coupable, vous pouvez bénéficier de cette procédure, mais au préalable, il faut que je vous explique donc ce que c'est. Donc la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'appelle également donc le plaider coupable. Elle permet à une personne de pouvoir éviter un procès lorsqu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est quand même pas rien, parce que un procès pénal, ça va être un procès qui va se passer généralement devant le tribunal correctionnel, où vous allez avoir un magistrat avec ses assesseurs, l'avocat, un procureur, plus le greffier, plus l'huissier audiencier. Bref, c'est une salle d'audience où il y aura plein de monde, avec plein de personnes qui seront là pour écouter le rappel des faits et vous juger. La CRPC, ça permet d'éviter tout ça. C'est-à-dire que lorsque vous reconnaissez les faits, si vous êtes une personne majeure et que vous êtes dans la situation où vous avez commis un délit, parce que ça ne va pas s'appliquer pour les crimes. Donc si vous êtes face à un délit et que vous êtes majeur et que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés, eh bien vous pouvez bénéficier de cette procédure. Mais donc il y a des conditions qui vont être liées à l'infraction. Donc comme je disais, le plaider coupable va s'appliquer uniquement au délit. Mais il y a certains délits qui ne vont pas permettre de pouvoir bénéficier de cette procédure de CRPC, du plaider coupable, lorsqu'on est par exemple face à des violences des menaces, des agressions sexuelles ou des homicides involontaires. Certains donc sont qualifiés de délits. Les délits de presse et les délits politiques, ceux-là sont exclus de cette procédure. Mais si vous êtes en dehors de ces infractions-là, ça va être, je sais pas, moi par exemple, du recel ou du vol ou autre. Souvent ça va être moi je vois souvent du recel et du vol pour ces procédures, mais bon, pas que. Donc si vous êtes dans ce genre d'infraction-là, eh bien vous pouvez bénéficier donc de cette procédure. Maintenant, si vous reconnaissez les faits, donc comment se passe la procédure? Parce que comme je vous disais, vous n'allez pas vous retrouver dans une salle d'audience avec un magistrat qui va être là pour rappeler les faits, enfin toute la procédure solennelle qu'on a l'habitude de voir et qui peut effrayer certains. Là, vous allez vous retrouver face à un procureur qui va vous faire une proposition. C'est-à-dire que il va considérer qu'à partir du moment où vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés et que vous êtes dans une situation où vous risquez une peine d'amende ou une peine de prison qui ne peut pas être supérieure à 1 an, eh bien dans ce cas-là, il va vous faire des propositions. Non, pardon, ce que je disais, c'est des peines qui ne sont pas supérieures à 1 an, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous proposer une peine supérieure à 1 an. Il va vous faire une proposition. Il va vous dire voilà, vous êtes coupable de recel de vol, c'est puni de 5 ans de prison, mais là moi je pourrais pas vous condamner à plus d'1 an parce que vous reconnaissez les faits et voilà,
je vais vous proposer, je ne sais pas, 300 € d'amende et 2 mois de prison avec sursis. Donc là, il va vous faire une proposition et il va vous mettre dans une situation qui est assez particulière, hein, qui est assez, on va dire, inédite, hein, par rapport aux autres procédures. C'est que il vous fait sa proposition et il vous demande: est-ce que vous acceptez cette peine ou pas? Donc, tu commets une infraction, Medjahed, tu reconnais les faits, et moi, procureur, je te propose 2 mois de prison avec sursis. Connais. Enfin, tu acceptes ou tu refuses? La plupart du temps, on accepte. Bah, la plupart du temps, on accepte, mais pas forcément. Parce que on a des aveux à l'antenne en direct. Non, pas du tout. C'est un cousin à moi. Donc là, c'est vraiment, c'est une procédure qui est vraiment particulière parce que là, le procureur, il va vous demander si vous acceptez. C'est vraiment, il y a pas d'autre situation où on va vous demander si vous êtes d'accord et si vous acceptez la peine qu'on vous propose. C'est assez intéressant quand même. Tout à fait. Donc, si vous acceptez la proposition qui est faite par le procureur, et souvent, je ne dis pas qu'il faut à chaque fois l'accepter, mais souvent, elle est inférieure à ce que vous risquez devant le tribunal correctionnel. Donc, vaut mieux l'accepter. Mais dans la mesure où c'est une procédure où l'avocat est obligatoire, eh bien, sachez que de toute façon, votre avocat pourra vous dire si la proposition paraît justifiée, proportionnelle par rapport à ce que vous avez fait ou non, et il pourra négocier avec le procureur, parce que le procureur il fait sa proposition, mais nous on peut toujours venir et essayer de négocier, demander, je sais pas, par exemple quand on est dans une infraction routière sur quelqu'un qui aura conduit son permis, on peut demander à ce que, je ne sais pas, qu'il n'y ait pas de mention sur son casier, parce qu'il a besoin de son permis pour son travail, enfin voilà, on peut toujours négocier avec le procureur et faire en sorte que la peine qu'il propose elle soit réduite ou qu'elle soit complétée. Donc voilà, donc c'est donc vous êtes dans le bureau du procureur et vous lui dites si vous acceptez ou si vous refusez ou si vous demandez un délai de réflexion de 10 jours. Alors, si vous acceptez la proposition, eh bien dans ce cas-là, eh bien, sachez que la proposition qu'il vous aura faite, elle va devoir être validée par un juge. C'est-à-dire que, et on dit que la proposition doit être homologuée. Sur Paris, je vais parler que de Paris, mais après ça change en fonction des tribunaux. Mais sur Paris, vous passez devant le procureur le matin et l'après-midi, vous passez devant le juge qui va homologuer ou non la proposition qui a été faite par le parquet. S'il estime qu'elle est justifiée et qu'elle est proportionnée, eh bien dans ce cas-là, il va la valider, il va vous l'homologuer et ça s'arrêtera là. Vous aurez votre peine à exécuter, mais vous n'aurez pas besoin de passer devant un tribunal correctionnel. Maintenant, si vous refusez la proposition ou si le juge l'après-midi refuse d'homologuer la peine qui vous a été proposée, eh bien dans ce cas-là, vous allez être renvoyé devant un tribunal correctionnel et ce sera la procédure classique qui reprendra son cours. Si vous demandez un délai de réflexion, eh bien sachez que après on l'explique quand la personne explique qu'elle veut un délai de réflexion en fonction des situations, vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire, vous pouvez bénéficier d'un bracelet électronique ou être placé en détention provisoire, ça va dépendre des infractions. Donc c'est souvent pour cette raison que les gens acceptent, dans le sens où quand ils savent qu'ils peuvent risquer de la détention provisoire, ils ont pas envie de demander le délai de réflexion de 10 jours et ils demandent à être jugés immédiatement, ils acceptent et du coup ils acceptent la proposition. Je dis pas qu'ils ont raison ou tort, mais en tout cas c'est ce qui se passe très souvent. Donc voilà. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où votre peine a été validée et donc homologuée par le juge, eh bien vous n'aurez plus qu'à l'exécuter et aussi à indemniser les victimes s'il y a des victimes, parce que c'est une procédure, même si vous reconnaissez les faits et que c'est une procédure assez particulière parce que c'est vous qui acceptez ou non la peine qu'on vous propose, eh bien sachez qu'il y a peut-être des victimes et que les victimes doivent se constituer partie civile et demander réparation et que vous devez réparer le préjudice que vous aurez fait subir à une victime dans les règles classique, d'une procédure normale. Mais voilà, donc je tenais à vous présenter cette procédure parce qu'elle est assez inhabituelle, elle est assez intéressante et elle est aussi un petit peu d'actualité parce que je vous disais que c'est une procédure où l'avocat est obligatoire parce que l'avocat est celui qui va vous permettre d'apprécier la peine qu'on vous propose. Il va pouvoir vous dire si oui ou non, selon son expérience et selon ce qu'il a l'habitude de voir, la peine qu'on va vous proposer est proportionnée ou pas. Et là, il s'avère que notre cher ministre de la Justice entend faire supprimer les avocats de la CRPC et souhaite mettre en place une réforme et demander à ce que les personnes passent devant un procureur sans avocat et qu'ils apprécient eux-mêmes si la peine qui leur est proposée est selon eux proportionnée, intéressante ou non. Donc voilà, donc je vous ai présenté la procédure telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle a peut-être vocation à évoluer. Sachez que si vous vous retrouvez face à un policier en garde à vue ou autre, en tout cas ou
on vous pose des questions sur une infraction, que si vous reconnaissez les faits, vous pouvez bénéficier de cette procédure qui est plus classique, qui est plus rapide, qui est plus souple, qui est plus simple et qui peut être parfois beaucoup plus intéressante. Eh bien, merci beaucoup, Maître Maghrebi, pour cette procédure dont vous vouliez nous parler, en tout cas, le CRPC. La CRPC, voilà. Vous voyez, finalement, mon cousin connaît. Non, c'était pas toi qui étais concerné. Non, c'est pas moi. On va parler de tout ça. Allez, on va revenir. Tu peux plaider coupable, y a pas de problème. Hein. Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Maître, pour d'être avec moi, évidemment. Allez, maintenant, c'est parti, les amis. Vous avez des préoccupations juridiques, des questions, des interrogations. Eh bien, vite, les amis, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. C'est totalement gratuit. Vous avez une question qui vous interpelle. Vous avez envie d'en savoir plus sur des dossiers que vous avez déposés. Vous voulez en savoir plus sur des problèmes que vous rencontrez juridiques, sur les problèmes de permis, sur les problèmes liés à la santé, au travail. Bref, toutes les questions. Eh bien, n'hésitez pas. Vous nous appelez et vous passez directement à l'antenne. Je veux que ça explose au standard aujourd'hui. C'est totalement gratuit, ne vous en privez pas. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent en province, tous nos auditeurs qui nous écoutent aussi sur l'appli. Allez-y, 0892 23 99 50. Dans un instant, Maître Maghrebi vous répond à vos premières questions. 0892 23 99 50. Allez, le meilleur de la musique, c'est maintenant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour. Je vous rappelle évidemment le numéro de Maître Maghrebi Mansouri. Je vous rappelle que Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit des étrangers, droit du travail, droit de la santé, droit pénal, et que vous pouvez la joindre à son cabinet au 06 12 14 34 96 si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi qui répond à toutes vos questions gratuitement sur l'antenne de France Maghreb 2. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard et bien sûr vous êtes en direct sur l'antenne de France Maghreb 2. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour nous rejoindre ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Bien. Alors souvent des questions qui nous sont posées, Maître Maghrebi. Est-ce que ça dépend voilà, il y a beaucoup de refus quand on dépose une demande de regroupement familial sur place. Est-ce que c'est plus spécifique à des départements, les refus, ou c'est évidemment une loi générale qui dit que les personnes qui sont sur place, la plupart du temps, le regroupement familial est refusé? Le principe veut que le regroupement familial se fasse lorsque la personne se trouve dans son pays d'origine. Oui, d'accord. Donc si on s'arrête au principe, le regroupement familial, il est refusé si on est présent sur le territoire. Et souvent d'ailleurs, ce qu'on vous dit le plus souvent, c'est écoutez, retournez dans votre pays, faites la demande de votre pays et à ce moment-là, on pourra traiter votre dossier. Donc la demande de regroupement familial avec présence sur le territoire, elle ne se fait qu'exceptionnellement. C'est pas la règle de principe. Donc par principe, on refuse. Mais exceptionnellement, si vous avez des circonstances qui le permettent, là, dans ce cas-là, ils pourront étudier votre dossier et vous pourrez peut-être avoir un regroupement familial avec présence sur le territoire. Mais c'est exceptionnel. D'accord. On peut savoir, en général, c'est quoi les exceptions? C'est quoi? C'est les maladies, les handicaps, c'est quoi exactement? Ou c'est vraiment au cas par cas? Alors, généralement, les exceptions, c'est les situations qui vont, si on vous renvoie dans votre pays d'origine, qui vont conduire à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à la vie privée et familiale. Donc, ça va être souvent s'il y a des enfants bas âge, si c'est le conjoint qui a un problème de santé, que vous vous en occupez. Plus que si c'était vous qui aviez un problème de santé, parce que dans ce cas-là, vous pourriez demander un titre de séjour pour soins si vous en remplissez les conditions. Mais voilà, c'est plutôt, c'est très souvent s'il y a des enfants ou si c'est des enfants de bas âge ou si le conjoint est malade. Très bien. Allez, on va prendre des auditeurs au 0892 23 99 50. Vos questions gratuites. On avait un premier auditeur. Il faut bien patienter quand vous êtes à l'antenne, évidemment. On vous prend directement
directement au standard et vous passez à l'antenne. Donc il y a pas de souci. Donc évidemment, donc voilà une des questions que les gens nous posent par rapport au On l'a souvent cette question. regroupement familial sur place. C'est vrai que souvent c'est des circonstances exceptionnelles. Donc pour les regroupements. C'est avec présence exceptionnelle sur le territoire. Il y a bien l'adjectif exceptionnel. C'est-à-dire que c'est pas le principe. C'est normalement par principe on refuse. C'est vraiment si exceptionnellement il y a des circonstances qui le permettent. Dans ce cas-là, on va étudier scrupuleusement votre dossier pour vérifier quelle est cette circonstance exceptionnelle. Très bien. On continue à accueillir vos appels évidemment. Si vous avez une question vous aussi, quelle que soit la question, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On a eu aussi une auditrice qui nous a posé une question. Elle n'a pas pu rester à l'antenne tout à l'heure. Une auditrice qui nous pose des questions sur le titre de séjour pour raison médicale. Elle dit qu'elle a déposé sa demande auprès des services compétents et que ça fait 4 mois qu'elle n'a pas de réponse par rapport à son titre de séjour pour raison médicale. Est-ce un délai normal, 4 mois? Alors oui, c'est tout à fait un délai normal, parce que les demandes sont, surtout le titre de séjour pour soins, c'est assez long, parce que ça suit tout un circuit qui est assez compliqué, mais là, je vais pas reprendre le circuit, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. On en a parlé la semaine prochaine. C'est un thème qu'on a déjà abordé, mais oui, non, 4 mois. De toute façon, généralement, lorsque vous déposez votre demande de titre de séjour pour soins, et que vous avez répondu aux demandes et aux compléments d'informations qui vous ont été demandés, vous devez normalement bénéficier d'un récépissé. Donc le récépissé, il va courir tout le temps où le dossier va être étudié. Donc ne pas hésiter à retourner vers eux régulièrement pour savoir où ça en est, parce que généralement on peut vous avancer le délai implicite, mais voilà, comme vous avez le récépissé, tant que votre dossier est en cours d'étude, généralement il y a pas de problème. Et 4 mois, non, c'est un délai normal. On reste dans le délai. D'accord. Allez, 0892 23 99 50, on va prendre un appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Moi c'est Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où, Nadia? De Dijon. De Dijon. Maître Maghrébi vous écoute pour votre question, Nadia. Voilà. C'était un peu hors sujet. Je me suis mariée avec. Ah non, mais il y a pas d'hors sujet. C'est toutes les questions sont valables. Allez-y. Je suis mariée avec une personne qui était en situation irrégulière, et finalement on a déposé un dossier à la préfecture pour vie, famille et privée, et ils nous ont refusé. On a fait appel, donc on a envoyé au bureau, au tribunal administratif, et ils nous ont renvoyé une radiation. Ça a été classé en radiation. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais savoir éventuellement quel était le recours. Donc moi je suis son épouse et je suis enceinte de 7 mois en fait. Une radiation. Ah, maître. Alors, la radiation, ça signifie que le dossier a pas été traité. Il a été retiré du rôle. C'est-à-dire. D'accord. Ok. Donc là, faudrait essayer de vous rapprocher du tribunal pour connaître la raison. Normalement, vous allez recevoir une décision de radiation qui va vous expliquer la raison pour laquelle ça a été refusé. C'est souvent des diligences qu'on aura demandé, on aura demandé aux demandeurs d'accomplir des diligences qui n'auront pas été faites. Donc ils considèrent que à partir du moment où le demandeur ne respecte pas les règles et ne répond pas aux demandes qui sont faites par le tribunal, et dans ce cas-là on radie, c'est-à-dire qu'on supprime l'affaire du rôle, on la retire. Mais quand vous avez une radiation, vous pouvez réintroduire par la suite. D'accord, ok. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la préfecture nous reproche de pas avoir donné assez de justificatifs de vie commune. Et moi, ça fait 2 ans que je vis avec mon mari, donc actuellement, étant enceinte, donc j'aurais fourni, on a fourni tous les justificatifs nécessaires pour prouver que notre vie commune. Et on a eu une enquête à la police qui a été favorable à notre égard. Mais même à cause de ça, ils veulent rien savoir en fait. Ils veulent rien entendre. Là, normalement, lorsque vous déposez un dossier qui est incomplet auprès du tribunal administratif, il prend tout de même une décision et ça sera une décision de rejet. Donc là, j'ai envie de vous dire, si le tribunal a décidé de radier votre affaire, alors soit il était de bonne humeur et il a décidé de vous laisser une chance de compléter votre dossier pour le déposer, mais essayez quand même de vous rapprocher du tribunal pour essayer de savoir quelle est la raison pour laquelle ils ont. De toute façon, vous allez recevoir une décision de radiation, mais ils disent, moi, l'avocate, quand je l'ai appelée hier, elle m'a dit il y a eu une radiation parce que la préfecture, ce qu'ils avancent dans leur requête n'est pas fondé en fait.
Voilà, moi, ce qu'elle m'a dit. Après, ce que j'ai mal compris, c'est pas fondé, en fait, elle m'a dit. Les éléments qui se trouvent dans la requête ne sont pas fondés. Voilà. Alors, est-ce que alors, donc, vous êtes sûr que c'est une radiation? Oui, c'est une radiation, un dossier qui est classé il y a écrit radiation. Parce que une radiation, c'est une affaire qui va être retirée du rôle de l'audience et qui sera replacée au rôle dans une autre audience lorsque la personne l'aura réintroduite, lorsqu'elle sera en état de pouvoir être jugée. Donc là, ils peuvent pas faire une radiation parce que la préfecture, ça me paraît, je sais pas. Après, il faut lire la décision de radiation. Peut-être c'est moi qui ai mal compris au téléphone de l'avocate. Ouais, et par contre, elle m'a bien expliqué qu'il y aurait une autre audience et que il y aura une autre date pour la présentation au tribunal administratif Oui, c'est ça, c'est que quand il considère que les diligences n'ont pas été acceptées, le juge, il va retirer l'affaire du rôle. Le rôle, c'est toutes les affaires qui sont inscrites auprès du tribunal qui doivent être jugées le jour même. Donc il va retirer cette affaire, il va pas la juger, il va pas prendre de décision, il la retire. Et du coup, il vous laisse à vous le soin de pouvoir réintroduire pour qu'elle soit replacée sur un autre rôle plus tard, lorsque le dossier aura été mis en état. Je pense, moi après, je sais pas, parce que vu comme j'ai lu la requête qu'elle m'a envoyée avant qu'elle envoie au tribunal administratif, elle a mis en dernière ligne que l'épouse était enceinte et vu comme prévoit la loi, quand il y a un mariage, l'enfant est forcément du père, quoi. Oui, il y a une présomption de paternité, oui. Voilà, parce que moi, elle m'a laissé entendre à la fin de notre conversation téléphonique, l'avocate, elle m'a laissé entendre qu'il fallait qu'entre-temps, qu'il change de statut, qu'il demande une carte de séjour pour enfants français. Voilà. Parce que vous êtes française, c'est ça? Oui. Donc il sera parent d'enfants français, mais faut attendre la naissance. Oui, il faut attendre. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Il faut attendre la naissance. Oui, ok, madame. Il pourra demander. Il pourra demander en effet quand le bébé va naître cette nouvelle demande s'il n'y a pas d'accord au tribunal. D'accord. Non, ils peuvent déposer une autre demande même si une procédure est en cours auprès du tribunal dès lors que la décision de rejet a plus d'1 an. Ah bah très bien. Bon, très bien. D'accord. Eh ben vous avez tous les éléments, madame. Ok, impeccable. Merci beaucoup. Et bon courage à vous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bah, voyez, je connaissais pas du tout ce terme de radiation, maître, hein, pas du tout, hein. Ah oui, il y a des radiations, il y a des désistements d'actions, des désistements d'instances, il y a des renvois, il y a des... Ah oui, carrément. Bon, bah voilà. La procédure. Et bah voilà. Si vous avez vous aussi des questions, allez, une dernière question, mais vraiment rapide, hein. Vous nous appelez, au standard. Vous êtes les bienvenus, hein. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1, vous arrivez directement au standard, que vous soyez à Dijon, bah voilà, on est parti dans la Côte d'Or avec cette auditrice 0892 23 99 50. On se rend compte quand même, maître, qu'il y a quand même beaucoup de préfectures qui ont du mal malgré tout à même avec des vies communes à accepter un titre de séjour. Est-ce normal ça? Est-ce que c'est vraiment de plus en plus ça ou Mais ce qui se passe, c'est que souvent les préfectures ont tendance en ce moment pas qu'en ce moment d'ailleurs, ça fait un petit moment à nous rajouter des conditions qui sont pas du tout prévues par les textes et donc à compliquer les procédures et à compliquer les situations. Après c'est pas normal, mais c'est la raison aussi pour laquelle il ne faut absolument pas hésiter à mettre en place des contentieux, hein. Oui, des contentieux Vous allez à la préfecture, on refuse de vous donner un dossier, bah vous faites un recours. Vous allez à la préfecture, on refuse de vous donner une date, et ben là encore vous faites un recours. Vraiment, faut pas hésiter, il y a qu'en faisant des recours et qu'en ayant des sanctions régulières par le tribunal administratif qu'on finira par obtenir une modification du comportement des préfectures. D'accord, très bien. Oui, ça c'est très bien à dire parce que les gens ont tendance à abandonner. Et voilà. Ah bah oui, ils vont à la préfecture et disent voilà, moi je veux déposer un dossier, on les refuse à l'accueil en leur disant bah non, vous remplissez pas les conditions, moi je vous donne pas de dossier, je vous donne pas de date, rentrez chez vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un refus, donc le refus vous le contestez. D'accord, très bien. Et vous pensez qu'à l'accueil aussi, ils ont des directives particulières? Bien sûr, oui. C'est ça. Si, ils ont des consignes. D'ailleurs, bien évidemment, ne vous énervez jamais contre les personnes à l'accueil parce que elles ne sont là que pour exécuter les ordres qu'on leur donne et les directives qu'on leur donne à la préfecture. Donc oui, elles ne font que suivre. Et généralement, c'est des règles qui sont assez strictes et qui correspondent même pas au texte. Donc oui, tout à fait. Voilà, c'est assez la guerre. Hein. C'est en fait chaque
chaque département qui applique sa propre Chaque préfecture, rajoute. Normalement, on est censé avoir une unification des pratiques dans la mesure où les textes sont quand même assez clairs. Ouais. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que chaque préfecture, comme tu dis, va ajouter des pratiques, elle va ajouter des conditions qu'on n'a absolument pas, comme le fait d'exiger un passeport en cours de validité pour pouvoir récupérer un dossier. Il y a aucun texte qui prévoit cela. Enfin voilà, il nous ajoute vraiment plusieurs conditions qui n'ont pas lieu d'être. Bien, 0892 23 99 50. Vous nous appelez, vous posez votre question. On a une auditrice ou un auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, bonjour. Si ça vous dérange pas, je préfère rester anonyme. Oui, tiens, on oubliait que si les gens veulent rester anonymes, il n'y a pas de souci. Alors, il nous reste combien de temps pour répondre à notre auditrice? 7 minutes. 7 minutes. On va faire vraiment vite. Allez-y. Alors, quelle est votre question? Oui, donc bonjour maître. J'ai une question un petit peu compliquée, si je peux dire. Donc moi, en ce moment, j'ai des complications dans mon couple, donc je désire demander le divorce. Mais par contre, nous avons des dettes à rembourser. Donc moi et mon mari. Donc ça va se passer comment au niveau des dettes pour en cas de divorce? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors là, je vais pas avoir le temps de pouvoir rentrer dans les détails et de vraiment expliquer. Gros, Je vais juste vous donner le principe. Par principe, lorsque vous êtes marié sous le régime de la communauté, c'est-à-dire sans être passé devant un notaire et avoir fait un contrat de mariage, vous êtes tenu à 50% chacun de la dette. Ah, pour résumer. Même si certaines dettes, enfin moi parce que comme c'est toujours moi qui ai tout géré, la plupart des dettes portent mon nom. Donc ça va être partagé. Non, après ça dépend. C'est pour ça que je vous dis, on n'aura pas le temps là de rentrer dans les détails, mais par principe les dettes elles sont tenues vous êtes tenus tous les deux. Maintenant après il y a certains contrats qu'on va souscrire qui vont mettre en place des dettes, dettes qui pourraient n'être qu'à votre charge. Mais là là on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Mais il y a des situations où vous allez être la seule tenue. Qui va voir ça? Comment ça va se décider il faut que au moment du divorce, il y a une liquidation. Il y a une liquidation du patrimoine qui va se faire. Ouais. Et à ce moment-là, c'est les avocats qui vont rédiger un acte dans lequel ils vont liquider, c'est-à-dire ils vont se mettre d'accord sur les prêts, sur l'actif et le passif. Ils vont faire la design et puis après ce sera validé par le juge. Ah d'accord. Je peux poser une deuxième petite question? Allez, rapidement, allez-y. Oui, donc moi, pour une personne qui vit ici en France et qui est en situation irrégulière, qui n'a pas encore ses papiers, ça se passe comment lorsqu'elle se marie avec une personne qui a les papiers, qui est française? Est-ce que, parce que j'ai entendu dire que cette personne-là, elle doit retourner dans son pays d'origine et refaire la demande de mariage là-bas? Est-ce que c'est vrai ou pas, ou bien faut... Alors, comme il reste que 4 minutes, je vais aller très vite. Alors, ça dépend des situations. S'ils arrivent à justifier de 6 mois de vie commune, lorsqu'une personne en situation irrégulière épouse un Français, elle devient conjoint de Français et en prouvant les 6 mois de présence sur le territoire, elle peut être régularisée le lendemain du mariage. Mais il faut réussir à justifier d'une entrée régulière sur le territoire et bénéficier de 6 mois de vie commune. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de pouvoir prouver que vous avez 6 mois de vie commune. C'est-à-dire des documents à la même adresse, à son nom et au nom de chacun et aux deux noms, monsieur et madame. Des fois, c'est assez compliqué, mais voilà, c'est la position du Conseil d'État qui condamne justement les préfectures et à la suite d'une décision qui avait été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, c'est deux décisions importantes qui font qu'aujourd'hui un conjoint de Français peut être régularisé sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'il arrive à prouver l'entrée régulière et les 6 mois de présence. Voilà. La personne, ça fait longtemps qu'elle est là, et qu'on a vécu 6 mois ensemble. C'est donc ça. voilà, 6 mois de vie commune avec tous les papiers. 6 mois de vie commune avec 6 mois de vie commune avec une entrée régulière sur le territoire. Voilà, madame. Vous nous rappelez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Maître Maghrebi, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez l'appeler si vous avez envie d'un rendez-vous avec elle. Le numéro de téléphone 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 et on vous laisse conclure cette émission, maître. Merci beaucoup, Medjed. Merci à tous les auditeurs. Merci pour vos appels, pour vos petits messages sur le portable, sur Facebook. C'est
c'est voilà, ça me fait chaud au cœur et puis comme je vous dis à chaque fois, cette émission est la vôtre. On est là pour vous aider à prendre conscience que vous avez des droits, parce que oui, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Merci Maître Maghrebi qui reviendra la semaine prochaine. 06 12 14 34 96 si vous voulez un rendez-vous. Dans un instant, l'actualité, et juste après, cadeau à vous offrir un iPhone 10. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.